L'usine du Galion emploie en moyenne 85 personnes à temps plein et pendant la récolte, il y a des embauches puisque l'effectif monte à 120 personnes. Donc, on l'a vu, les besoins de la sucrerie, 100 à 105 000 tonnes. Les problématiques et enjeux, donc difficultés conjoncturelles et structurelles, donc avec des risques, coûts de production de la canne et rentabilité. Donc nous avons des coûts de production très importants en Martinique, simplement parce que nous avons notamment une topographie difficile. On n'a pas suffisamment de grandes plaines pour faire des cannes bon marché. Et puis on a actuellement des problèmes sur notamment la lutte contre les herbes. Donc, nous avons une diminution des rendements agricoles et industriels, on l'a vu tout à l'heure, mais depuis 2 ans, on constate une remontée des tonnages de canne à l'hectare, et d'où l'augmentation depuis 2 ans de la production totale. Et puis, sous-activité chronique de la distillerie du Galion, puisque manque de canne, ça implique que cette distillerie travaille avec de la mélasse. La mélasse, en principe, issue de la sous-traitance de la canne, et donc il y a un problème de sous-activité. Et puis, nous avons des risques de mise en difficulté de la filière si l'avenir de la sucrerie est compromis. Ça veut dire quoi? Contrairement à ce qu'on pense, où on a pensé pendant longtemps, il faut savoir que l'usine du Galion a un rôle d'équilibre dans la filière canne-sucrome, parce qu'elle est capable d'absorber des cannes, les cannes produites notamment dans le grand bassin du Galion, c'est-à-dire surtout des petits planteurs de la zone. Et cette usine, si jamais, comme certains en parlent ou peuvent le penser, ferme, il y aura de vrais déséquilibres dans cette filière. Donc le bilan de la campagne 2016 pour la sucrerie, donc vous voyez un peu sur les graphiques un peu l'évolution des tonnages. Donc au niveau de la filière rhum, vous voyez un peu toutes les marques de rhum, et donc on continue. Donc le rhum agricole et industriel, donc au niveau ce qu'on peut dire, c'est que nous avons des acteurs qui sont des planteurs, distillateurs. Ça veut dire que ce sont des planteurs qui produisent de la canne, mais qui ont des distilleries. Il y a des planteurs de canne pure qui ne font que de la canne, comme l'exploitation agricole du Galion, qui est une très grosse exploitation de canne, qui a à peu près 600 hectares. Mais vous avez le Larentie, aussi, qui produit beaucoup de canne et qui livre un peu partout. Donc, le secteur industriel est performant. C'est 7 distilleries de rhum agricole. C'est la distillerie du Galion, qui est une distillerie de rhum industriel. Le Galion ne fait pas que du sucre, mais aussi du rhum industriel. Et nous avons 3 sites industriels de vieillissement, et puis élevage et mise en bouteille. Donc, les emplois directs et indirects de la filière rhum, c'est 1500 personnes. Et nous avons vu tout à l'heure, me semble-t-il, que la filière agricole, c'est-à-dire toute la partie production de canne, occupe à peu près 1200 personnes. Donc les marques, on a vu tout à l'heure, connues dans le monde entier. Besoin en canne des distilleries, 200 000 tonnes. La distillerie a passé cette année 176 000 tonnes de canne, donc il nous manque 30 000 tonnes de canne là, pour l'année prochaine. Donc les problématiques et enjeux, difficultés conjoncturelles et structurelles à risque, on avait déjà vu ça. Ouais. Une filière structurée. Donc la filière est articulée autour de plusieurs organisations. La SICA Canne Union, donc, qui regroupe 201 planteurs. Donc la SICA a pour but et pour objet principalement, elle a réuni tous les planteurs en 2014, en fin 2014, parce que les planteurs se sont sentis en difficulté et son objet principal, c'est de remonter les tonnages de canne. Depuis 2 ans, il y a une remontée des tonnages. Ce n'est pas directement lié à ça, mais il y a un gros travail qui est fait pour que ça continue. Nous avons le syndicat AOC,
qui regroupe tous les planteurs et distillateurs, donc c'est le syndicat de défense AOC, le Codérom, dont le président c'est Charles Larcher, qui regroupe tous les distillateurs, et le CIRDOM, délégation Martinique, qui regroupe tous les acteurs de rhum de la filière. Donc nous avons des partenaires institutionnels qui sont la CTM, qui nous aide, la DAF, la Chambre d'agriculture, la DEAL et la DIECT. Et puis nous avons un partenaire filière, un partenaire qui fait l'interface entre les planteurs, entre les distillateurs, entre la recherche et ce qui est le CTCS. Donc vous avez une belle photographie de la canne, avec c'est magnifique. Donc un secteur traditionnel structurant. L'ensemble des activités de la filière génère 4000 emplois directs et indirects. La contribution de notre filière à l'économie martiniquaise dépasse les 150 millions d'euros annuels pour un montant d'aide estimé à 9 millions d'euros. Donc ça aussi, c'est quelque chose de pas très connu, mais on nous aide, mais la filière apporte beaucoup à l'économie nationale et martiniquaise. La contribution de notre filière à l'économie hexagonale dépasse les 50 millions d'euros annuels. Donc c'est une filière structurante par ses domaines d'activité, très rares à la Martinique, mais nous sommes dans le secteur primaire avec l'agriculture, la production de canne, le secteur secondaire, donc avec toute la partie industrie, l'usine et les distilleries, et sur le secteur tertiaire, nous sommes dans les distilleries notamment, mais l'usine du Galion, dont on reçoit beaucoup de touristes et commercialisent beaucoup leurs produits. Donc la filière canne-sucre-rhum couvre plusieurs champs économiques en Martinique et dans le monde, en générant au niveau de chaque secteur de la valeur ajoutée en local et à l'international. Donc au niveau du territoire, la canne à sucre est présente dans presque toutes les communes de la Martinique. Dans certaines petites municipalités, la filière est le premier employeur privé. On pourrait parler de JM, on pourrait parler de Naisson. Il y a donc les distilleries ont un rôle économique important dans certaines communes. La majorité de nos structures est présente au niveau des communes et contribue donc positivement à un bon aménagement du territoire. Cette filière est basée sur la notion de terroir et développe les circuits courts. Je passe la parole à Charles Larcher pour la partie spécifiquement rhum et tout son environnement. Merci. Alors je continue effectivement. Merci. Je continue effectivement sur la partie donc une filière qui est structurante au niveau de l'environnement. Effectivement, on l'a vu tout à l'heure, la canne à sucre est une culture propre qui utilise peu d'intrants, qui a un bilan donc carbone positif et donc ne nécessite pas obligatoirement d'irrigation, ce qui permet effectivement de pouvoir cultiver la canne très au sud ou dans des terres où nous n'avons pas forcément d'eau. La canne a Et la canne donc, a aussi un rôle très important par rapport à l'érosion des sols, le risque d'érosion des sols. Il faut savoir aussi que 80% de la canne des champs sont récoltés aujourd'hui en verre, c'est-à-dire que nous avions auparavant la pratique du brûlis avant donc, la récolte à la main de la canne à sucre. Le fait est qu'aujourd'hui, 80% de notre canne est récoltée en verre, donc on ne brûle pas donc la canne avant de la récolter, et cette canne est récoltée à la machine. Donc 80% des champs sont donc récoltés en verre, et c'est vrai que cette approche est très proche d'une approche de commerce équitable, en ce sens qu'on veille à respecter donc les terres et l'environnement. Les distilleries martiniquaises suivent strictement un processus de production respectueux des règles environnementales, de sécurité et de droit du travail, qui sont à la fois françaises et européennes. C'est une très forte spécificité de nos structures, qui ont vraiment fait de très gros efforts ces 20 dernières années, pour aujourd'hui être à la pointe en termes de respect des règles environnementales. Aucune distillerie ne rejette aujourd'hui de vinasse en rivière. Lorsqu'on fait le tour de la Caraïbe, on n'a pas forcément la même situation dans d'autres territoires de la Caraïbe. Donc on a cette canne, ce sucre et ce rhum qui sont effectivement dans la logique d'une culture propre et d'une industrie propre. Chaque année, notre filière négocie, ça c'est aussi un point important pour nous,
entre les partenaires patronaux, les acteurs patronaux et les syndicats, de salariés en accord de branche, c'est-à-dire qu'on a aussi cette volonté, donc comme d'autres filières comme la banane, d'avoir une négociation de filière et donc d'avoir des rapports apaisés entre les représentants de salariés et les représentants donc du monde patronal. Nous sommes une filière aussi structurante par ses métiers. Beaucoup de métiers existent dans la filière canne sucre rhum. D'abord, quand on regarde la partie recherche appliquée, au travers notamment du CTCS, nous avons des métiers de chercheurs, techniciens. Lorsque l'on regarde le côté production agricole, vous avez le métier d'ouvrier agricole, certes, mais aussi de salariés spécialisés, notamment sur les machines à couper la canne, par exemple. Lorsqu'on regarde les distilleries, bien entendu, de très nombreux métiers dans les distilleries, on en a cité 3, donc les maîtres de chais. Nous avons des maîtres de chais comme en Cognac, comme en Bordeaux, comme en Gironde, comme en Champagne, donc des personnes effectivement qui ont vraiment certes l'amour de leur métier, mais une très grande connaissance de leur métier. La plupart de nos maîtres de chais ont 10, 15, 20, 25 ans d'expérience dans le métier et sont de vrais nés et de vraies personnes capables d'élaborer donc des assemblages de très haute qualité. Nous avons aussi des conducteurs de ligne d'embouteillage, c'est un vrai métier. Et bien entendu des ingénieurs, parce que dans nos structures aujourd'hui, nous avons 1, 2, 3 ingénieurs qui interviennent au niveau des distilleries. Nous avons toute une démarche de distribution avec un impact très fort au niveau commercial, bien entendu avec des commerciaux et des chefs des ventes. Et nous avons bien entendu toute une démarche marketing qui a été engagée pour quelque part transformer l'essai de l'AOC au travers notamment de nos packaging par exemple. Dans le domaine du tourisme, notre filière effectivement au travers des guides et de responsables de site apporte aussi sa contribution. Tout comme bien entendu pour que les entreprises soient bien gérées, toute partie gestion, finance, au travers de comptables et de compteurs de gestion. Et puis une partie qu'on connaît moins mais qu'on souhaite vraiment développer, toute cette partie restauration, gastronomie. Le Codérum est partenaire du Martinique Chef Festival par exemple qui se déroule cette semaine. C'est pour nous aujourd'hui très important parce que de la même façon que ce Martinique Chef Festival promotionne la gastronomie solide, nous au niveau du rhum, nous prétendons donc défendre une gastronomie liquide. Et c'est pour nous effectivement quelque chose de très important. Notre filière recrute régulièrement des alternants, travaille régulièrement avec les lycées professionnels, les lycées généraux, et on a aussi effectivement beaucoup de jeunes diplômés qui nous rejoignent. Nous sommes aussi une filière qui est très structurante via son intégration régionale. On le sait parfois peu, mais aujourd'hui, par exemple, nous avons 12 variétés de canne qui sont donc habilitées au niveau de l'AOC. 11 de ces variétés sont originaires de l'île de Barbade. Les machines qu'on utilise aujourd'hui dans la canne ne viennent pas d'Europe. On n'utilise pas, bien entendu, des moissonneuses-batteuses. Donc on utilise des machines qui viennent de la zone intertropicale, et en l'occurrence des États-Unis. Donc, et on a donc cette relation avec les États-Unis sur les machines au niveau de la canne, et des relations pour tout ce qui est distillerie, donc tout ce qui est moulin à broyer la canne et colonne à distiller, avec le Brésil. Chaque année, 4, 5, 6, 10 Brésiliens viennent en interrécolte entre les mois de juillet et les mois de décembre, interviennent dans nos structures pour certaines distilleries remonter des moulins, pour d'autres monter une colonne à distiller. Et on a effectivement ces échanges avec les États-Unis pour le matériel de l'agriculture et avec effectivement le Brésil sur la partie machine. Une chose que l'on sait peu aussi, c'est que la Martinique aujourd'hui cumule autour de 35 000 fûts en vieillissement. C'est 80% des fûts mis en vieillissement dans les DOM. C'est-à-dire que la Martinique est ultra majoritaire dans la part de rhum vieux produit par les territoires de la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et la Guyane. Et ces fûts que nous utilisons, nous devons régulièrement les remplacer. Et 80% de nos fûts viennent des États-Unis, du Kentucky. Alors soit ce sont des fûts d'occasion, qui ont continué au préalable du Bourbon pendant 6 ans, soit ce sont des fûts neufs. Et nous travaillons avec des fournisseurs de fûts qui ont une maîtrise technologique de la fabrication des fûts. Notre fournisseur, qui est pour beaucoup le même, a par exemple 700 process différents pour arriver à finaliser la finition d'un fût. Donc on a vraiment des possibilités énormes de faire des produits différents. On a une intégration régionale aussi parce que le marché US est un marché stratégique pour le rhum, pour notre rhum, dans la mesure, j'en parlerai tout à l'heure, dans la mesure où les États-Unis c'est 40% du rhum mondial au niveau haut de gamme. Et donc c'est aujourd'hui un marché très important pour nous. Et puis, une chose qui est très importante aussi, c'est que nous sommes en très forte compétition avec le rhum de la Caraïbe. On ne s'en rend pas forcément compte en étant en Martinique, parce qu'on n'en trouve pas ou peu, mais quand on va dans l'Hexagone, quand on va en Europe, quand on va aux États-Unis, quand on va au Japon, les rhums de la Caraïbe sont là.
et sont là avec des produits certes différents, parce que nous sommes un rhum agricole, issu du pur jus de la canne. Eux, ce sont des rhums industriels issus de la mélasse. Néanmoins, ils ont des produits de qualité, différents de nôtres, et des packagings qui sont de plus en plus élaborés. Les rhums de la Caraïbe aujourd'hui sont de plus en plus achetés par des grands groupes qui achètent les entreprises 10 à 20 fois leur profit, leurs bénéfices, parce qu'ils savent qu'en 5 ans, ils amortissent très largement leur investissement. Le dernier groupe à avoir acheté une structure de ce type-là, c'est Campari, qui a acheté donc une structure à un rhummier donc à la Jamaïque. Et c'est vrai que c'est un investissement très rentable, parce qu'aujourd'hui, le rhum haut de gamme au niveau mondial se porte très bien. Nous sommes aussi une filière structurante par son excellence. Effectivement, le rhum martiniquais recherche l'excellence depuis plus d'un siècle. Gilbert Pagot en a effectivement parlé. Déjà, le fait d'être distillerie agricole fait que nous avons effectivement une démarche de production qui est différente de la distillerie industrielle. Je vous rappelle, une distillerie agricole, nous prenons la canne à sucre, nous la broyons, nous faisons du jus de canne. Avec le jus de canne, nous faisons fermenter et nous distillons. Donc il y a une notion d'origine de la canne à sucre et du jus de canne. Contrairement à une distillerie industrielle, qui, elle, dans le rhum industriel, va pouvoir distiller à Saint-Pétersbourg, à Paris, à New York ou en Australie, de la mélasse issue d'une usine, par exemple, qui peut être au Guyana. Donc on est dans des approches complètement différentes, et ça a commencé dès la fin du 19e siècle. Ensuite, il y a la maîtrise du processus de vieillissement. Quand effectivement, après la Première Guerre mondiale, les rhums martiniquais qui avaient beaucoup produit se sont retrouvés avec des surstocks, certains ont eu l'idée d'aller en Cognac voir ce qui se passait, et ont commencé le processus de vieillissement. Cette démarche a commencé il y a un siècle. Ensuite, nous avons obtenu ce label rouge, qui est un label très important pour l'agroalimentaire en France, et c'est vrai qu'on en a été très fiers. Et puis, il y a eu un homme qui est Jean-Pierre Bourdillon, qui, il y a 30 ans, avec d'autres, a pris l'ambitieux projet de faire du rhum Martinique le seul rhum AOC au monde. C'est-à-dire que nous avons, en Martinique, le seul rhum AOC au monde. Et ça, c'est une chance exceptionnelle, parce que le label AOC, qui est très contraignant, qui intervient de la terre, la canne, jusqu'au fait qu'on ne devient AOC qu'après une dégustation par d'un jury d'experts qui valide le fait qu'une cuve de rhum blanc ou une cuve de rhum vieux est AOC, ce qui n'existe pas dans le cognac, qui n'existe pas dans le vin de Bordeaux, qui, eux, respectent un process et deviennent AOC juste par le respect du process. Nous, on a le passage par un jury d'agrément, et ça change tout. Et donc cette contrainte-là est très importante, et donc on a vraiment cette chance d'avoir un rhum exceptionnel. On a aussi une démarche d'excellence dans la mise en valeur de nos productions, de nos structures, donc notamment au niveau de nos packaging. On travaille aujourd'hui avec les meilleurs verriers du monde. La Martinique représente à peu près 90% du volume d'un verrier, qui est un verrier qui est dans le nord de la France, qui est l'un des plus grands verriers européens, et la Martinique représente 90% de son volume de production sur les DOM. Nous avons fait énormément d'investissements pour l'aménagement des sites. Même les plus petits sites de la Martinique ont fortement investi pour recevoir les touristes. Et bien entendu, nous participons à des salons, des salons donc à Londres, à Berlin, à Bordeaux et à Hong Kong. Et à Hong Kong, il y a le Vinexpo Hong Kong, et les rhummiers martiniquais vont au Vinexpo Hong Kong. Alors, il faut savoir que 85% du rhum martiniquais est exporté. Donc, nous avons effectivement un rhum mondial qui, lui, est le deuxième spiritueux le plus consommé au niveau mondial. Et notre rhum, le rhum Martinique, est présent dans 80 à 100 pays dans le monde. Ça veut dire aujourd'hui que le rhum Martinique est présent dans tous les pays d'Europe. Ça veut dire qu'il est présent dans tous les pays d'Amérique du Nord. Ça veut dire qu'il est présent dans une douzaine d'États de la Caraïbe. Ça veut dire qu'il est présent dans une dizaine de pays d'Afrique. Ça veut dire qu'il est présent en Asie, dans 4 ou 5 pays. Donc c'est vraiment un produit qui porte haut les couleurs de la Martinique sur le monde entier. Aujourd'hui, quand on regarde nos marchés, le marché de la Martinique est un marché qui est en légère baisse, car un marché très mature aujourd'hui, qui pèse 15% seulement, entre guillemets, de nos volumes. Nous avons la France hexagonale qui est notre marché domestique, et c'est pour ça qu'on se bat très fortement dessus, parce que c'est nous qui avons investi, nous les rhummiers martiniquais, sur le rhum des DOM le plus fortement ces dernières années pour arriver à faire progresser ce marché. Et donc aujourd'hui, c'est un marché qui progresse de plus de 5% par an, notamment au travers du rhum vieux, qui aujourd'hui explose vraiment au niveau du marché hexagonal. Et ça tire, hélas, non pas des rhums guadeloupéens, réunionnais ou guyanais, mais ça tire des rhums des pays tiers, donc du Diplomatico du Venezuela, du Zacapa de Guatemala, du Don Papa des Philippines. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette démarche de mise en vieillissement qu'on a faite il y a un siècle et qu'on a
labellisé avec le label rouge puis l'AOC, aujourd'hui, nous amène à avoir des volumes très intéressants sur le rhum vieux. Même si ça reste un petit marché, pour l'instant sur la France hexagonale, c'est un marché en pleine progression. Et puis le grand export, là, c'est là où on a nos grands espoirs, où on est en progression de plus 10 à plus 20% par an. En distribution hexagonale, on dira que le rhum martiniquais est présent partout, dans tous les réseaux, c'est-à-dire qu'on est présent dans des hypermarchés, dans des supermarchés, dans des supérettes, dans des restaurants, des hôtels, dans le duty-free. Par contre, dans le grand export, on va choisir des produits plus haut de gamme, plus premium, et là, on va être dans des caves à rhum, dans des drugstores, dans le CHR haut de gamme. La volonté du rhum martiniquais n'est pas d'être présent chez Walmart, c'est pas ça l'objectif, mais d'être présent par contre dans des grands hôtels et des grands restaurants, par exemple américains. Je vous donne un exemple qui est celui du marché américain pour voir la volonté de notre rhum de se positionner sur ce marché. Aujourd'hui, nous sommes présents au travers de 5 à 7 marques aux États-Unis. D'accord. Aujourd'hui, le marché américain, il est structuré avec différents niveaux de prix qui définissent des catégories de produits. Hors de question pour nous d'aller sur le standard ou même d'aller sur le premium. Nous, notre cible, c'est le super premium, donc au-dessus de $30 la bouteille, et l'ultra premium au-dessus de $45 la bouteille. Sur ces marchés, il y a des progressions très importantes, notamment sur l'ultra premium. Vous pouvez constater qu'on est à plus 76% de progression. C'est ce marché qui nous intéresse et c'est ce marché qu'aujourd'hui nous investissons énormément sur nos rhums blancs, sur nos rhums vieux. Alors pour vous prouver que nous sommes présents effectivement aujourd'hui à New York City, lieu que nous fréquentons parfois avec le CMT, notamment des Amériques. Nous sommes présents dans des bars qui sont réputés. Alors, pour ceux qui connaissent New York, effectivement, ces bars, ces restaurants, ces hôtels sont des référents de New York. Et aujourd'hui, le rhum martiniquais est présent avec 1, 2, 3, 4, parfois 5 marques qui sont présents à la carte. Et quand vous discutez avec des barman de New York, ils vous disent qu'ils ne savent pas où est la Martinique. Par contre, ils connaissent Naisson, JM, St. James, parce que ce sont des marques qu'ils pratiquent depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Notre stratégie de développement aujourd'hui, elle est diverse de par les différents acteurs qui composent notre profession au niveau du rhum. Et c'est vrai qu'il y a quand même des éléments qu'on retrouve entre nous qui sont constants. D'abord, cette notion de terroir à laquelle nous sommes très attachés, au travers du label AOC que nous avons tous validé, et cette notion d'origine martinique. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette origine martinique, elle est très importante puisque c'est ce qui nous différencie aujourd'hui du rhum de la Caraïbe. Aujourd'hui, on sait que les consommateurs sont très attachés à la recherche de produits de terroir, des produits d'origine, avec une traçabilité maîtrisée. Aujourd'hui, quand on prend un litre de rhum qui est vendu au Japon, on est capable de vous dire la pièce de canne qui a été récoltée au Lamentin ou à Rivière-Salée, qui a permis de fabriquer ce rhum, même s'il a été fabriqué il y a 4 ans. Parce qu'on a une traçabilité complète, grâce au PSS de l'AOC, du rhum qui est présent dans la bouteille. On a une démarche de premiumisation, démarche qui est pour nous très importante, qui, comme le disait J. Papago tout à l'heure, tend à faire de notre produit un produit de luxe. Pour nous, c'est très important d'aller vers ce positionnement. C'est vrai qu'en Martinique, on n'a pas forcément conscience quand on consomme ce rhum, mais à l'export, notre produit est considéré comme un produit de luxe. Avec une qualité de produit labellisée via l'AOC, des packagings très élaborés qui n'ont rien à envier au cognac, aux armagnacs, au whisky, des réseaux de distribution spécialisés, qu'on travaille très fort. Vous avez certains rhummiers, HSE par exemple, va aller travailler l'Europe du Nord et va faire répondre à des appels d'offres dans des pays d'Europe du Nord. Vous allez avoir St. James qui va travailler par exemple l'Afrique. On est vraiment dans un travail au territoire. On a aussi un point qui est pour nous très important, c'est la valorisation du patrimoine attaché au rhum. On a un patrimoine très, très complexe, très lourd, parce qu'on est effectivement sur presque 4 siècles de présence de la canne et du rhum sur la Martinique. On a une histoire en partie difficile, liée effectivement à l'esclavage, et Madame Vernant le dit très bien, on a fait une démarche de résilience sur cette situation, qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons aucun état d'âme à valoriser notre patrimoine à l'extérieur. Et l'étranger, aujourd'hui, américain, australien, russe, argentin, n'a aucun problème à considérer que nous sommes effectivement un produit patrimonial. Et puis nous utilisons aujourd'hui beaucoup le digital. Nous avons tenu dans les ateliers du rhum à ce que soit présent notamment une structure, Compagnie du Rhum, qui a pris le combat il y a quelques années de démarrer une commercialisation par la vente en ligne. Nous croyons à la démarche de vente en ligne qui pour nous est très importante. Un point très important, c'est l'innovation. Nous sommes des marques innovantes. Nous innovons beaucoup. Certains vont faire du bio, d'autres vont faire des single casques,
dont faire des finis, dont faire des rhums blancs millésimés. Nous avons tous une démarche d'innovation très très forte. Nous avons aussi une démarche d'innovation, là on ne le met pas, mais sur le mode de consommation. Tout à l'heure, vous allez déguster des rhums qui seront consommés en cocktail. Mais quand on consomme ces cocktails, je fais une parenthèse, on a une vraie volonté de valoriser le produit local. Pour nous, pour beaucoup d'entre nous en tout cas, faire aujourd'hui une caipirinha ou un mojito avec du rhum agricole, oui pour nous. Mais quand on va aux États-Unis, l'Américain nous dit mais c'est pas votre cocktail traditionnel, ça c'est le cocktail cubain, ça c'est le cocktail brésilien. Le cocktail traditionnel de la Martinique s'appelle le tiponche. Et c'est vrai que l'enjeu de positionner le tiponche, la cérémonie du tiponche, comme quelque chose de premium et qui peut être labellisé et déposé effectivement à l'UNESCO, c'est quelque chose de très important. Nous avons la chance d'avoir ce tiponche trop fort pour l'américain, donc il faut le revisiter. C'est ce que vous allez goûter tout à l'heure. Vous verrez effectivement des cocktails revisités avec des fruits locaux, de telle sorte qu'on puisse effectivement valoriser nos fruits locaux. Il n'est pas normal aujourd'hui que quand on va dans un restaurant aujourd'hui de la Martinique, nous n'ayons pas de l'eau de coco fraîche, nous n'ayons pas du jus de caramel frais, nous n'ayons pas du jus de mangue frais. Ça, c'est une réalité. Nous, au niveau du rhum, aujourd'hui, nous avons la volonté de vraiment valoriser aussi notre production locale. Une démarche d'innovation aussi au niveau des réseaux de vente, parce qu'effectivement, on est aujourd'hui dans des recherches de niche, et donc dans ce cadre-là, on s'associe parfois avec d'autres alcools, par exemple des Calvados ou des whisky, pour arriver à développer notre présence sur le marché. Je vais m'étendre un petit peu sur une partie très importante pour notre filière, qui est le spiritourisme. Aujourd'hui, le spiritourisme correspond complètement à une stratégie globale, c'est-à-dire une stratégie où on affirme l'existence et la connaissance et la maîtrise locale d'un process, d'un produit, et avec une volonté d'aller à l'international. L'exemple qu'on peut prendre en comparaison dans notre domaine, c'est le whisky, qui sait très bien faire cette stratégie de spiritourisme, c'est-à-dire quand vous arrivez en Écosse, vous êtes happé par le whisky qui vous prend en main. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là en Martinique. Nous espérons effectivement un jour avoir un aéroport qui sera un grand chai, où quand vous arriverez, vous aurez de la canne à sucre, vous aurez des fûts, des foudres, et donc vous verrez effectivement que vous arrivez dans le pays du rhum. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, d'autres produits, comme le sel de Guérande, ont aussi des approches comme celle-là, d'être présents certes fortement au niveau local, de respecter la fleur de sel dans la production, et après d'aller à l'international, au Japon, en Australie, pour vendre leurs produits. Et pour nous, aujourd'hui, ce spiritourisme est quelque chose de stratégique, en sachant qu'on n'est pas dans une logique de faire du storytelling, comme on faisait il y a 10 ans. Aujourd'hui, les marques qui font du spiritourisme, les vraies marques de whisky qui font ce travail, font de l'historytelling. C'est-à-dire qu'on se base sur notre histoire. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir la conférence de Gilbert Pagot avant, pour bien comprendre qu'on a une réelle histoire de 370 ans qui font qu'on est là aujourd'hui. Nous ne sommes pas des marques. Il y a des marques aujourd'hui aux États-Unis, en France, qui marchent très très bien. Il y en a une qui s'appelle Plantation, qui est une marque qui marche très bien, qui a 10 ans d'existence. On n'est pas dans ce cadre-là. Nous sommes dans le cadre de marques qui ont près de 1 siècle, 2 siècles d'existence. Nous revendiquons aussi une French Cabin Touch. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au même titre que nos illustres confrères du cognac, du champagne et des vins de Bordeaux, le rhum AOC Martinique illustre parfaitement le savoir-faire français dans le domaine des alcools. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous considérons que nous avons adapté finalement ce savoir-faire français, AOC, à la canne à sucre, et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on a le rhum AOC Martinique. Et nous revendiquons cette French Cabin Touch qui nous différencie des autres Caribéens, parce que nous avons une vision du rhum, via notamment l'AOC, qui est automatiquement différente de celle qu'elle peut être à Sainte-Lucie, à Barbade ou à Cuba. Des actions de promotion donc, sont menées régulièrement avec le CMT Martinique et le CMT Amérique, effectivement pour promouvoir auprès des tour opérateurs et influenceurs cette démarche et notre filière pour revendiquer effectivement cette French Cabin Touch. Vous dire aussi, parce qu'on est dans le domaine de l'économie, le spiritourisme en chiffres, les distilleries sont les acteurs privés qui reçoivent le plus de touristes en Martinique. 600 000 visiteurs sont venus en 2016 dans nos structures, avec une progression cette année de plus 15 à plus 20% par an. C'est la situation aujourd'hui que nous avons. Donc un visiteur qui vient aujourd'hui en Martinique visite 1, 2, 3 distilleries durant sa semaine donc, de présence chez nous. Les boutiques sur site sont devenus les premiers clients des distilleries. Aujourd'hui, les boutiques sont très importantes et stratégiques. Et lorsque le touriste vient dans nos boutiques, vient sur nos sites, ils deviennent des ambassadeurs finalement de nos marques. Et pour nous, c'est très important de les piquer. Quand aujourd'hui, le CMT met en place une ligne avec Francfort, pour nous, c'est stratégique. Ensuite, de mettre dans nos structures des personnes qui parlent allemand, de telle sorte que les Allemands qui retournent après dans leur territoire puissent rechercher le rhum martiniquais.
nous, les Roms martiniquais, nous faisons un salon en Allemagne qui s'appelle ProWine, qui est un salon qui est tourné sur l'Europe du Nord et l'Europe de l'Est. Et le fait d'avoir effectivement cette ligne donc, avec Condor est important pour nous en termes stratégiques. Les boutiques aéroports et ports sont aussi stratégiques pour nous, sont très importantes, parce que c'est le dernier point où le touriste ou le visiteur rencontre notre produit. Je conclurai sur les enjeux de notre filière en vous disant qu'aujourd'hui, vous l'avez bien compris, on a un très grand enjeu qui est l'augmentation du volume de canne à sucre produite. Et demain, une table ronde, demain matin, concernera effectivement la canne à sucre. Pour nous, c'est très très important, et surtout au niveau des petits planteurs. On est convaincu qu'aujourd'hui, on ne retrouvera des volumes de canne à sucre que si nous avons de plus en plus de petits planteurs qui reviennent à la canne à sucre, et c'est pour nous très important. On a un dossier très important du contingent. Vous avez vu que 60% de notre volume est vendu sur la France hexagonale. Ça veut dire que le marché de la France hexagonale, qui est notre marché, nous le Rhum des Dômes, et qu'on ne veut pas se faire manger par le Rhum des pays tiers, nous devons le défendre. C'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, le contingent que nous avons, vous avez compris qu'on est limité en termes de volume, le contingent que nous avons nous limite et nous ne pouvons pas vendre plus que ce volume de contingent. Or, aujourd'hui, le marché a tellement progressé que nous arrêtons de vendre à partir du mois d'octobre, à partir du mois de septembre. Beaucoup d'entre nous ne font plus d'opérations commerciales dans la grande distribution, dans la deuxième partie de l'année, parce qu'on n'a pas le volume autorisé à cause du contingent. Ce volume que nous avons généré dans la grande distribution est récupéré par les marques des pays tiers. Une marque, par exemple, très, très connue, qui marche très très bien dans le CHR, qui est Diplomatico, du Venezuela, par exemple, est une marque qui a su développer ses produits dans le CHR et qui est rentrée dans la grande distribution il y a 2 ans et qui fait de très belles performances. Elle le fait d'autant plus facilement que nous ne pouvons pas développer nos volumes parce que nous n'avons pas forcément la possibilité de dépasser le contingent. Donc on a de fortes discussions avec nos élus locaux qui sont vraiment avec nous sur ce sujet-là, avec le gouvernement. Vous avez peut-être entendu ce que Erika Barretz a répondu donc, au président de la CTM hier concernant effectivement le dossier du contingent pour rappeler que le gouvernement était derrière les producteurs de rhum des Dômes. C'est effectivement quelque chose de très important. Maintenant, on a négocié à Bruxelles, et quand on passe à Bruxelles, on passe à ce moment-là avec Eurodom, qui nous aide effectivement à défendre nos dossiers à Bruxelles. Le dossier du contingent est un dossier stratégique pour nous. Et puis, la protection de notre terre AOC, une question a été posée à M. Pagot à ce sujet-là. C'est vrai que c'est une histoire de choix. C'est une histoire de choix de préserver notre AOC, déjà en local, au niveau des terres, et puis ensuite à l'extérieur. Quand il y a eu la négociation du TAFTA, au départ, les Américains voulaient remettre en cause les AOC. Les Européens ont maintenu leur position de la reconnaissance des AOC, c'était pour nous très important. Je conclurai en vous disant que, comme j'ai dit au départ, il y a pas mal d'éléments qui nous permettent de dire aujourd'hui que la Martinique doit choisir le rhum. C'est pour nous, je pense, très important parce qu'on voit bien que le rhum irrigue toute l'économie. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a des perspectives d'évolution très importantes à l'extérieur du territoire et quelque part, on tire après les autres filières de la Martinique quand on va à l'export ou on tire ces autres filières quand on va dans le duty free, par exemple. Donc nous sommes effectivement, nous les Romiers, convaincus que, et nous travaillons nos élus pour cela, convaincus que la voie est dans, comme l'a fait Biarritz sur le Golfe, comme l'a fait Bordeaux sur le vin, qui a fait la cité du vin à Bordeaux. On n'a pas encore la cité du rhum en Martinique. Nous avons aujourd'hui un bel enjeu et les personnes comme M. Bourdillon sont battues pour avoir qu'on ait l'AOC au XXe siècle, fin du XXe siècle. Nous, on a maintenant à se battre pour qu'au XXIe, nous transformions l'essai pour aller conquérir le monde. Merci.